Et bonjour à tous pour ce premier podcast Flashback qui va traiter de la Legacy. Avec moi, j'ai le plaisir d'avoir Lucas. Bonjour Lucas. Salut. Et Alex. Bonjour François, bonjour à tous. Est-ce que vous êtes motivés? Ça dépend les matchs. Certains ont été très bons, Ouais. d'autres moins bons, on va dire. On va vous parler de la Legacy. Est-ce que la Legacy c'est surcoté, sous-coté? On va avoir plusieurs questions qu'on traitera au fur et à mesure de l'émission et après on fera une petite conclusion. Le début de la Legacy est à Night of Champions 2008, lorsque Ted DiBiase défie les champions par équipe Hardcore Holly et Cody Rhodes. Nous avons la trahison de Cody, les nouveaux champions. Est-ce que vous avez un souvenir de cette petite trahison? On s'en souvient souvent de ce match. Oui, j'en ai quelques souvenirs. C'était plutôt marquant et je t'ai dit que Ça ça se donnerait annonce, quelque ouais. chose de bien, en tout cas pour Ted et Cody. Bah, ça Ouais. commençait bien. Et toi Lucas? Bah, moi, déjà, c'est pas quelque chose que j'ai vu en live, mais par contre, c'est quelque chose que je connais bien et l'idée en soi, je l'aime bien. Ouais. Bon, leur règne, ça va être anecdotique. Hein, on va avoir une défense contre Lawler et Cole, une petite rivalité contre Batista et Cena, ils vont perdre puis reprendre les titres. Et après, on va surtout parler de Unforgiven 2008, où ils défendent leur titre contre Crime Time dans un finish pas terrible. Où on a un petit paquet de Cody, avec Ted qui fait, sans faire exprès, qui retourne le tomber en faveur de Cody. Bon, c'est original, mais c'est un peu plus fiblant. À la fin de ce match, on a les débuts de Manu, donc le fils d'Afa, qui vient les aider. Et ce show est très important car c'est les débuts officiels, officieux de la Legacy, parce que on a plus tard dans le show Princeless, donc accompagné de Manu et de Randy Orton, qui attaque CM Punk backstage. Celui-ci devait défendre son titre dans un scramble match de 20 minutes. Du coup, c'est la première fois où on les voit tous ensemble. Il faut savoir que Randy Orton était blessé depuis One Night Stand 2008 Extreme Rules pour un problème avec la clavicule suite à un match contre Triple H. Et ce couillon s'est blessé suite à un accident de moto qui a prolongé son absence de plusieurs mois. Donc Princeless a débuté sa rivalité avec CM Punk et Kofi Kingston. Et vu que les règnes de Princeless sont pas du tout marquants, et ben ils vont perdre les titres. Donc on aura le droit à deux règnes très courts et absolument pas marquants. Et ce qui sera les deux seuls règnes de Princeless. C'est là où j'étais étonné dans la préparation d'émission. C'est que, bah en fait, il n'y a que deux règnes. Ils sont pas du tout dans la période de Legacy, quoi. Ah oui, ça m'a étonné aussi de pas les avoir vus avoir des titres, surtout que ces deux règnes-là, honnêtement, j'en ai que très peu de souvenirs. C'était vraiment pas des règnes marquants. C'est dommage qu'ils en aient Bah, pas eu un autre pendant la Legacy, justement. ouais, mais bon. On verra que tout était centré sur un seul homme. Randy Orton, qui n'est autorisé à revenir sur la ligne que début novembre, soit 2 mois après Unforgiven. Donc il intègre la rivalité avec CM Punk. Et on aura le droit à un match, un Lumberjack match entre CM Punk et Randy Orton, qui sera remporté par Randy Orton. Il y a une petite chose à noter, c'est que durant son retour, Randy Orton a mis un pun kick à Ted DiBiase. Donc ça mettait des doutes sur l'alliance ou pas. Et en fait, tout simplement, c'est parce que Ted DiBiase devait aller tourner Marine 2. La fin d'année 2008 a été marquée par une rivalité avec Batista, qui découle sur un très mauvais match entre Batista et Randy Orton à Armageddon 2008, qui fut remporté par Batista. Mais la rivalité prend fin précipitamment parce que Batista se blesse à l'explosion. On verra que ça se reproduira malheureusement pour lui en 2009. Donc le 8 décembre 2008, le clan prend officiellement le nom de Legacy. Et Sim Snuka, qui avait rejoint le clan et Manu, se font seulement dégager. Et au final, on se retrouve avec des débuts compliqués pour Cody et Ted, qui malgré 2 titres par équipe, ils ont perdu très rapidement. Et Randy Orton a perdu son premier gros match en pay-per-view depuis son retour. Donc là, les gars, on peut pas dire que 2008, ça soit prometteur, quoi. Non, c'est vrai. Vas-y, parle, Lucas. Toi, Legacy, la période 2008, je pense que personne ne la retient.
vraiment la 2009 qu'on retient, donc la 2008 est assez mauvaise. Effectivement, la 2008, ils ont Ça rien fait fait de peur marquant en surtout. tant que clan. Non, mais ça Ça fait fait peur. peur, ouais. On se dit- les débuts, c'est excitant, mais les défaites, les pertes de titres, ça sent un peu mauvais. Bon, on va voir que, heureusement, 2009 va être beaucoup plus important pour eux. Donc, Ted DiBiase fait son retour en janvier. Donc, on rappelle qu'il avait été, s'est pris un punt kick par Randy Orton. Donc, il vient confronter Cody Rhodes et Randy Orton avec Sim Snuka et Manu. Et au final, Ted DiBiase est trahi pour s'allier définitivement avec Randy Orton et Cody Rhodes. Donc, l'année 2009, on peut dire que c'est comme l'année de Randy Orton. C'est vraiment centré sur lui. Il n'y aura que pour lui. Et du coup, les titres par équipe, ils vont pas être non plus avoir une importance dans le règne. Non. Juste avant le Royal Rumble, il y a des tensions entre Stephanie McMahon, General Manager de Raw, et Randy Orton. Celui-ci est venu demander des excuses de la part de Vince McMahon pour avoir été maltraité par Stephanie. Mais Vince demande à ce que Orton s'excuse, sinon il le vire. Et là, on a peut-être l'un des segments les plus mythiques de Raw, où il y a Orton qui gifle Vince avant de lui mettre un punt kick. Et cela démarre la légendaire rivalité entre Orton et McMahon. Je pense que les gars, tout le monde se souvient de ce punt kick. C'est un punt kick marquant qui a vraiment montré le personnage de Randy Orton et qui même... justement, il sortait de plusieurs défaites en pay-per-view et ça l'a remontré comme un gars du top vu que justement, il attaquait directement le Sherman. Bah ouais, c'est ça. Il part d'une rivalité qui est très mauvaise avec Batista, et là, tout d'un coup, il attaque McMahon, ça change de niveau, et surtout, ça se prend quand même. Et puis voilà, le segment, par rapport à la rivalité qui suit, bah, forcément, vu que c'est le début, ça rend le segment mythique. Donc là-dessus, Orton prétextera plus tard être victime de troubles du comportement IED qui entraînent des pertes de contrôle, ce qui justifie cette attaque. Enfin, je suis pas sûr que ça justifie grand-chose, mais bon. Il a affirmé que la WWE était au courant de la condition de son problème, mais n'a rien fait. Et il a menacé de poursuivre la WWE pour ces raisons, si Stéphanie le licenciait. Donc, on passe au Royal Rumble. Et nous avons un Final Four, on va surtout retenir ça parce que sinon le seul fait marquant c'est que les trois ont éliminé Kane. Voilà, c'est le seul truc qu'ils ont fait pendant le match. Donc à 3 pour éliminer Kane, on peut dire que c'est glorieux. Ah. Et c'est surtout le Final Four qu'on va retenir avec il reste Triple H, Cody Rhodes, Ted DiBiase et Randy Orton. Triple H qui élimine Cody et Ted, et Randy Orton qui fait tomber Triple H pour remporter le Rumble. J'ai un bon souvenir de ce match chez vous. Bah, Vas-y, parle. la fin en soi, je la trouve un peu pas si ouf par rapport à Cody et Ted. Maintenant, le match en lui-même, ouais, j'en ai un très bon souvenir. Mais la fin, ça va vraiment commencer à faire passer Ted DiBiase et Cody un peu pour des, pour des bouches-trous, et ça va surtout continuer. Donc, c'est pas une fin que j'aime spécialement. J'ai un avis proche. J'ai quand même aimé cette fin parce que c'est une victoire de Randy Orton au Rumble et que j'aime bien Randy Orton, mais c'est vrai que ça commence à faire quelque chose qui va se passer plusieurs fois dans le futur après. Montrer Cody et Ted comme des bouches-trous et comme un peu des mecs qui sont là pour perdre. C'est ça, c'est ce que je disais, c'est que 2009, c'est l'année de Randy Orton, on fait tout pour Randy Orton. Donc Et là, très peu pour Cody et Ted. Non, ouais, malheureusement. Bon, il y aura des petits trucs de compensation, mais bon, rien de glorieux. Bon, après la fille et le père, je demande le fils. On a Shane McMahon qui fait son retour pour confronter Randy Orton, suite à l'attaque de ce dernier sur son père, et veut un match contre Randy à No Way Out 2009 pour venger sa famille. Mais cela se retourne contre lui car avec Stephanie, ils se font sauvagement attaquer par le trio backstage. On voit Shane McMahon qui se jette devant Stephanie pour pas qu'elle se prenne le punt kick. Ça encore, c'est vraiment un segment backstage dont on se souvient. Et à No 2009, du coup, on a le match avec
comme vous pouvez s'y attendre, une victoire de Randy Orton avec l'aide de Cody et Ted. Petit scénario qu'on verra régulièrement en 2009. Donc on a un match plutôt cool avec une intervention de Cody et Ted, comme je l'ai dit. Avec un coast-to-coast sur Cody, superplex, des bons gros coups de chaise sur la jambe d'Orton. Et la fin du match, c'est Shane qui s'apprête à faire un punt kick. Il hésite trop, se prend un RKO d'Orton, 1, 2, 3. Ça reste un bon match que je noterais 3,5. Mais bon, il y a vraiment un truc qui m'énerve dans ce match, et c'est peut-être ce qui m'énerve le plus dans le catch, c'est quand un catcher fait un tombé sur son adversaire, le tombé ne passe pas, son réflexe, c'est de refaire un tombé. Donc comment le premier tombé peut pas passer, et le suivant peut passer. Ça c'est vraiment un truc que je trouve impérable. Mais bon, je crois que Luca, t'as revu le match toi? Ouais, le match, je l'ai revu. Je sais que le début du match, j'ai eu du mal à rentrer dedans. Mais au final, c'est un match que je trouve pas mauvais. Il y a plusieurs passages qui sont assez cool. Tout avec Shane McMahon, parce que là, dès que Shane McMahon fait une action, t'as le public qui s'enflamme. Et ça va bien avec la rivalité, du coup. Mais l'apparition pour une fois de Princess, je la trouve pas spécialement dérangeante. C'est pas Bah, c'est la celle que je première, trouve la hein. plus. Bah oui, donc du coup c'est le début, ça va. C'est plus tard que ça devient chiant. Mais par contre, la fin, encore une fois, avec le pun kick que Shane McMahon hésite, je comprends moyennement pourquoi il hésite. Bah, je pense qu'il hésite parce qu'il se dit c'est pas lui. En faisant ça, il devient comme Orton. C'est plus de la Ouais. psychologie, il se dit que bah, il vaut mieux que ça, quoi. Bon, bah, il se fait avoir. Et Mais il a perdu. Non, mais heureusement qu'il a perdu, parce que là, je pense qu'on aura un peu gueulé si Ah oui, Orton totalement avait par perdu contre. direct. Je suis d'accord. Et, et autre événement du show, on a Triple H qui remporte l'Elimination Chamber pour le titre WWE contre Edge, Jeff Hardy, le Big Show, Undertaker et le Mir Kosla. Dans un très bon match que j'ai revu, que j'ai noté 4, qui est plutôt pas mal. Et ce match-là va avoir une importance pour la suite. Et la suite, on va la voir tout de suite, parce que le lendemain de No Way Out, on a un rematch entre les deux, qui se termine en no contest. C'est surtout la fin qui a été marquante, avec Orton qui porte un RKO à Stephanie, avec Hunter, donc Triple H qui venait de remporter le titre WWE, qui débarque, et il faut savoir qu'il brise le kayfabe, parce que depuis 2002, il était censé avoir divorcé de Stephanie McMahon. Donc c'est en 2009 qu'on officialise, que tout le monde savait, c'est que Triple H et Stephanie McMahon étaient mariés. Donc Ça a vraiment rajouté un impact à la rivalité, je trouve, ces attaques sur Stéphanie. Ça a vraiment rajouté quelque chose de bien. Là-dessus, je pense que Du la coup, ça rivalité a été fait très vraiment bien. bien. Vas-y. Elle était vraiment bien jusqu'à un point pour moi. Un moment où ça a raté. Pour le moment, je trouve que la rivalité elle est très bien et je trouve justement le fait de casser ça, ça fait vraiment comme si c'était réel entre guillemets. Mais donc, pour le moment, c'est l'un des passages d'une rivalité, je pense, le mieux fait. Oui, ça rend truc personnel, quoi. Ouais. Et il faut savoir que la semaine suivante, Randy Orton expliquera son geste et dira à Hunter que tout ceci faisait partie d'un plan pour se venger de Triple H après l'avoir expulsé d'Evolution en 2004. Selon Orton, Triple H a ruiné sa vie, alors qu'Orton allait faire de même et allait lui enlever tout ce qui tenait à Triple H, donc sa femme, la mère de ses enfants à l'époque, donc il voulait vraiment se venger. Bon, il a mis 5 ans pour se venger, ça rend le truc plus personnel, mais bon, je pense que cette précision, on aurait pu en passer, quoi. Bah, 5 ans... ça fait très plan, je savais que t'allais gagner ce match, etc. Ça fait très bizarre quand même de prévoir tout ça. Mais bon. Tordu. Bon, C'est un peu ça tordu, sert à la quoi. rivalité. Ça sert à la rivalité, ça la rend encore plus personnelle. On va Ça, oui. profiter. Le timing est étonnant, parce que je suis pas sûr que Orton, ça a ruiné sa vie de quitter Evolution. J'en suis pas si sûr, mais bon. Et du coup, en réponse, Hunter a attaqué Orton et Legacy à coup de sledgehammer en coulisses. Dans un segment que j'ai trouvé vraiment cool, pour l'avoir revu, où ça se passe vraiment backstage. Il s'enferme dans les pièces avec Ted. Sledgehammer sera très utile dans cette rivalité. On va vraiment le voir.
Et 2 semaines après, on va voir l'un des segments les plus légendaires, j'arrête pas de dire ça, de l'histoire de Raw, avec Triple H qui attaque Randy Orton chez lui. Tout le monde s'en souvient de celui-là. Parce que là, oui. J'aime celui-là, oui. Là, c'est vraiment où ça. C'est là où tu vois que c'est vraiment personnel, quoi. Ils s'appellent par leur vrai nom, ils s'attaquent chez eux. En fait, c'est ça, toute la rivalité entre les deux, c'est personnel. Et du coup, tu as vraiment un intérêt à s'affronter, à vouloir se tuer. Donc, on aura un Steel Cage match entre Cody et Hunter, remporté par Hunter pour buter le truc, sans grand intérêt. Et encore un segment qui sera mythique. Donc, Hunter qui est attaché avec des menottes au corps du ring et Orton qui embrasse Stéphanie devant lui. Donc on est vraiment dans l'accumulation du truc personnel. Tout ça pour un truc raté. Ça montait en puissance vraiment Oui, c'est ça. chaque semaine. Ça donnait grave envie pour voir le match de WrestleMania, quoi. Je pense que c'est l'une Ouais, des rivalités pour WrestleMania qui a le mieux donné envie de voir le main event. C'était et innovant. à la fin, le main event était. Bon, on va en parler. Là, c'était assez innovant. C'était assez innovant dans les séquences, je trouve. Donc avant WrestleMania, il a annoncé que si Triple H est des contacts extérieurs ou est disqualifié, il perdra le titre. On verra que ça aura son intérêt dans le match. Donc WrestleMania 25, Triple H conserve son titre contre Randy Orton. Donc ça, le match est très décevant avec des bots, Sharpen Kick de Hunter qui passe à, je pense, 100 km. Il y a un finish plus que moyen. Donc un coup de sledgehammer, affreusement filmé d'ailleurs, exécuté alors que l'arbitre était KO. Donc Hunter aurait dû être disqualifié et l'arbitre n'était pas là. Et un pedigree. Moi j'ai souvenir que c'était un match qui a été très décevant vu la rivalité. Et qu'au final tout le monde s'attendait à une victoire d'Orton. Là c'est un peu coupé l'herbe sous le pied quoi. Bah, le match, il est chiant. Vraiment, pour un match qui est censé être d'une rivalité méga intense, super personnelle, quasiment tout le match, hein, ça, on le sent pas du tout. C'est un match classique, quoi. C'est pas pour moi un match de WrestleMania et surtout pas d'une rivalité comme ça. Il y a Il beaucoup dure trop de segments 23 qui sont. minutes. 23 minutes 35. Je- J'aimerais rejoindre Jomo sur ça, c'est que pour moi, l'erreur principale de cette rivalité, c'est la stipulation. C'est là où pour moi, ils ont échoué, c'est qu'ils auraient dû faire ça un no holds barred, que les deux puissent... on voit vraiment que c'est personnel, que les deux mettent tout ce qu'ils ont, etc. Et la deuxième petite erreur, pour moi aussi, c'est que Triple H conserve. Ouais, tout le monde voulait C'est Orton dommage, tout. après tout ce qu'a fait Orton, il aurait dû gagner. C'est de là d'où vient ma note salée, si je peux la dire, ma note, si on l'a dit. T'as donné combien? J'ai mis 2,75. Ouais, bah, je suis Très pareil, décevant. j'ai mis 2,5. Hein, donc, et Lucas, toi, t'as mis combien ce match? 2,75 aussi. Ouais, donc, je suis peut-être le plus dur. Et moi, je trouve ce qui m'a déçu, c'est qu'au final, on a su avant WrestleMania que si Triple H était disqualifié, il perdait le titre. Je pense que ça a spoilé un peu le truc. Tu t'attendais à ce qu'il y ait une fin un peu controversée. Sinon, il n'y aurait pas eu cette annonce, quoi. C'est là où j'étais un peu bon. On verra qui Orton aura sa revanche. Donc, au Raw du lendemain de WrestleMania, Orton exige une revanche, menaçant Linda McMahon, donc la femme de Vince, la belle-mère de Triple H, ainsi que leurs petits-enfants. McMahon ne lui accorde pas le match revanche, mais a programmé un match par équipe à 6 pour Backlash, avec Triple H, Shane McMahon et Vince McMahon contre Legacy. Donc, Vicky Hero, qui était GM de Raw, a annoncé que si l'équipe de Triple H gagnait, il conservait le championnat, tandis que si Legacy gagnait, Orton reprenait le titre. Donc encore une fois, sympa pour Cody et Ted. Et on a donc Vince McMahon qui sera le centre un peu de la rivalité, qui sera attaqué à nombreuses reprises par Legacy, et finalement sera remplacé par le retour de Batista.
Donc, ce match, avant d'en parler, ça vous hype un match comme ça, 3 contre 3? L'idée du match, je sais que c'est le genre d'idée que j'aime beaucoup. Et je pense que j'aurais regardé en direct à ce moment-là. Je pense que j'aurais été beaucoup hypé par le match. En plus, tu avais le retour de Batista, donc ça apportait de la hype. Et franchement, ouais, l'idée en soi et la hype, surtout que la rivalité est quand même pas mauvaise. Donc, ouais, ça donne envie. L'affiche de ce match, oui, c'est plutôt hypant. C'est, j'aurais pas été aussi enjoué que Luca, mais oui, c'est une bonne affiche. Quand on la regarde comme ça, on se demande qu'est-ce qui va se passer. Ouais, et surtout, bah, on a le retour de Batista, qui est logique parce qu'il y a tout le passif avec donc évolution. C'est à cause de d'Orton que Batista a été blessé en fin d'année. Il y a, je trouve qu'il y a vraiment une logique dans cette rivalité, dans, dans le, dans le fait que Batista prendra la suite de Triple H, qu'après, je spoil un peu, on aura Cena. Je trouve qu'il y a une continuité entre les rivalités. Donc, encore une fois, en cas de disqualification ou de décompte, l'équipe de Hunter perd le titre. Donc, comme à WrestleMania, la même stipulation. Du coup, on s'attend qu'il y ait encore un problème là-dessus. Donc, honnêtement, on a le droit à un bon match. On sent vraiment la tension entre les deux. Ça a mis un peu de temps, mais à la fin, ça s'excite. Donc, il faut savoir qu'avant le match, avant le début du match, on a Orton qui se fait attaquer par Triple H. Et du coup, au début, on part sur un 3 contre 2. Donc, logiquement, grosse domination des faces. Avant qu'Orton arrive. Et à la fin du match, on a Batista qui veut frapper Cody Rhodes avec une chaise. Hunter sur le ring qui était en train de porter un pedigree à Orton, intervient pour empêcher Batista d'utiliser la chaise et du coup de ne pas faire disqualifier son équipe et de perdre le titre. Au final, on a Orton qui porte un RKO, simplement 2, plein kick d'Orton, Orton qui pin Triple H et devient champion de la WWE. Moi, je l'ai noté 3,5 et j'ai surtout envie de dire, à la place d'Hunter, j'en voudrais beaucoup à Batista. Oui. Et d'ailleurs, le truc que j'ai mis, c'est que Batista coûte un peu le match à Hunter et qu'il n'y aura jamais rien entre les deux par la suite. C'est ça. Bon, très tard, quoi, mais ça n'a aucun Mm. rapport avec ça. Alors que Ça, je trouve ça dommage. ça pourrait faire un hit turn au final. Ça pourrait Je pense amener qu'on un peut faire la truc. suite. Mais je pense que pourquoi il n'y a pas de suite, c'est l'après-match où en fait on apprend que Triple H se blesse. Donc je pense que les plans ont été changés. Je pense qu'on Ouais, partait sur un Batista Orton Triple H. le problème, c'est que Hunter va se blesser là, et quand Hunter va revenir, Batista sera blessé, donc Bah c'est ça. ils sont Donc, là en même temps, quoi. C'est donc je ça, pense c'est ça. qu'ils ont dû revoir leur plan parce que je pense que c'était vraiment prévu pour. Et je suis même pas sûr qu'on aurait eu la rivalité Cena Orton cette année-là. Parce que du coup, Ça ça a aurait été été rajouté. dommage. On l'aurait peut-être eu en 2010, ça aurait peut-être repoussé de quelques mois. Bon, cette blessure, comme on l'a dit, met en pause la rivalité entre Orton et Triple H, mais permet de relancer celle avec Batista. Batista, à Judgment Day, on aura Orton Batista pour le titre. On suit la logique. Dans un finish qui est plutôt original. Et on aura des références là-dessus 10 ans après, avec Orton qui gifle l'arbitre pour se faire disqualifier. Et donc conserver son titre. Je trouve la fin est originale et correspond parfaitement au il vicieux qu'était Orton. Ça montre l'Orton calculateur qui fait tout pour conserver son titre. J'aime bien, ouais. C'est un bon développement de personnage. Et Lucas, toi, Voilà. t'en as pensé quoi? La fin, cette fois-là, me dérange pas. Ça va dans le personnage d'Orton, et vu que c'est pas le dernier match entre les deux, bah Ouais, c'est pas trop dérangeant, quoi. tu peux difficilement Ouais, finir sur ça. finir la rivalité là-dessus, j'aurais été un peu plus salé. Oui, je pense comme tout le monde. Bon, après le match, on a un retour, on a Ric Flair qui vient aider Batista. Parce que du coup, bah, comme à chaque fois, on a Cody Rhodes et Ted DiBiase qui viennent attaquer Batista. Donc, on est en 3 contre 1. T'as Ric Flair qui arrive, on est toujours en infériorité numérique. Mais Legacy repart. Bon, c'est pas hyper logique, mais bon, ça permet de mettre Ric Flair dans la rivalité de façon courte. Parce que juste avant Extreme Rules, qui sera le pay-per-view suivant, on a Batista contre Cody Rhodes en cage, comme avec Orton, comme avec Triple H. On sait pas pourquoi.
Ça permet de squasher Cody Rhodes. Donc un petit match en cage pour teaser. Et on a surtout un parking lot brawl entre Orton et Ric Flair. Sans grand intérêt. J'ai vraiment senti que ça permettait de... On n'avançait pas. C'était vraiment statu quo dans la rivalité. On attendait juste le match. C'est là où tout à l'heure je suis assez d'accord. Dans les segments, c'était beaucoup plus impressionnant. Triple H Orton, là, c'est vraiment... on fait un peu du surplace. Donc rien de notoriété. Ils ont essayé de recréer ce côté personnel avec Ric Flair, mais que ça marchait moins vu que Ric Flair est beaucoup moins lié à Batista que Stephanie McMahon est lié à Triple H. Donc ça a moins recréé ce côté très personnel. Puis c'est moins bien fait. Oui, c'est moins bien fait. Et c'est Ric Flair, quoi. C'est pas non plus... C'est un bon brawler, mais tu vois, c'est une légende. Mais... En fait, ils ont trop surfé sur le côté évolution. Pour moi, c'est le petit truc... C'était bien de faire le rappel, mais... oui, c'était pas nécessaire. Donc, à Extreme Rules, on a le rematch. Donc, ce sera un steel cage match pour éviter les interactions de Cody Rhodes et Ted DiBiase. Match qui sera remporté par Batista, où c'est surtout Randy Orton qui perd le match. Parce que on a Orton qui veut sortir de la cage, qui est sur le point de sortir de la cage, et que dernièrement préfère redescendre pour faire un punt kick à Batista. Tout ça pour le foirer. Et au final, Batista fait une Batista bombe. 1, 2, 3. Moi j'étais déçu du match que je mettrais 2,5 parce que le match en fait il est ultra rapide. Il dure 7 minutes pile poil. Donc pour un steel cage match et un finish où Orton passe vraiment pour un couillon, ça m'a un peu dérangé quand même. Donc C'est vrai, je l'ai vu. Lui aussi. T'en as pensé quoi? Alors j'ai mis la même note qu'à Orton Triple H, c'est-à-dire 2,75, mais pas pour les mêmes raisons. C'est celle que t'as exposée, c'est que là, au lieu d'être trop lent et trop long et un peu ennuyant, c'était trop court en fait. Et Orton passe vraiment pour... Alors qu'il était au moment où il était censé être à un de ses pics, il se fait avoir comme un con et puis C'est son ça ego qui le parle, quoi. décrédibilise. Ouais, c'est son Ouais, ego mais qui ça... parle. Ah oui, c'est con. Hein. Perdre en Donc 7 attends, c'est minutes... quoi? Ah oui. Moi j'ai mis une note de j'ai mis 2,5 et j'aime pas du tout. Déjà de base, j'aime pas les Orton Batista, mais là c'est trop court, il y a rien. Et pour Orton, je trouve ça totalement ça casse un peu tout ce qu'il a fait. Et au final, pour aider Batista qui va se blesser juste après encore, donc ça aide vraiment pas aux deux. Oui, c'est ça, Je c'est trouve là où pas je veux ça. en venir. C'est qu'au final, le sort s'acharne contre Batista, car le lendemain, il a dû rendre le titre vacant à cause d'une blessure au biceps. Donc, bon, on l'a expliqué avec une attaque de la Legacy, comme ça paraît logique, mais mine de 1, Batista qui se blesse 2 fois contre Randy Orton en 6 mois, ça commence à faire beaucoup, surtout pour une fin de période, c'est bien triste. Mais du coup, Batista revient après une blessure de Triple H, qui revient après une blessure de Batista, Triple H. Donc on a l'impression que tout était bien combiné, quoi. Donc le 8 juin 2009, on a Triple H qui fait son retour. Donc il attaque Cody, Ted et Randy. Et le 15 juin, le titre est remis en jeu dans un très bon Fatal 4-Way entre John Cena, Big Show et Triple H et Randy Orton, avec un finish plutôt pas mal, où on a John Cena qui porte un attitude adjustment sur le Big Show, Randy Orton qui place son RKO, 1, 2, 3, Orton reprend le titre. Et au final, j'ai envie de dire tout ça pour ça, quoi. C'est peur comme un couillon, et il reprend le titre. Mais bon, vu ce qui s'est passé, c'est un peu con, je trouve. Bah ouais, pour le j'ai dit, pour moi, c'est vraiment le fait tout par rapport à ce qui s'est passé au match de Batista et Orton, ça a juste cassé un peu tout. Parce qu'en soi, ça sert à rien et là, au final, Orton reprend le titre. Donc, Et Batista n'avait pas besoin, au final, de ce titre. Parce qu'au final, il en avait pas besoin. ça reste une pièce rapportée de la rivalité, quoi. Donc c'est un peu dommage. T'en penses quoi, Alex? Je confirme. Je confirme, c'est surtout prendre le titre dans un match aussi court, c'est pas marquant, ça le fait pas sortir fort, ça fait juste sortir Randy Orton faible.
tout ça pour être baissé après, quoi. C'est Batista qui. Pour moi, c'est peut-être Après, le point noir. Alors, oui, j'ai préféré les matchs qu'avec Triple H, mais ça restait quand même un point noir Batista dans cette rivalité. effectivement. Bon, je vous rassure, c'est pas terminé entre Orton et Triple H. Donc, la semaine suivante, on va avoir un Last Man Standing match pour le titre WWE, dans lequel Randy Orton conserve son titre, après qu'aucun des deux ne soit relevé à 10. Les deux catcheurs se battaient à l'extérieur du ring, devant l'entrée. Hunter était sur le point de se relever avec l'aide d'une échelle. Et bah ouais, perte d'équilibre, l'échelle tombe, fin du match. Bon, innovant, Triple H passe un peu pour un guignol pour avec l'échelle qui tombe, mais au moins ça permet de conserver un titre à Randy Orton et que ça va annoncer encore un match et pas n'importe quel match. Puisqu'à The Bash 2009, Triple H et Randy Orton s'affrontent dans un Street Stage of Hell match. Je dis honnêtement, le plus mauvais match de cette rivalité. Je vais faire un récapitulatif rapide de loin, très mauvais match, très décevant. Je vais faire un petit récapitulatif du match. Triple H, donc ils s'affrontent. On a le premier match, c'est un match normal, nul, parce que remporté par Orton, alors que Triple H l'a frappé avec une chaise. Donc pour le coup, il est un peu con Hunter, parce que du coup, il perd 1-0. Tout ça pour rien. Ensuite, on a un False Count Anywhere match, remporté par Triple H, qui fait un pedigree à l'extérieur du ring. On va tout ça en 5 minutes. Donc c'est vraiment, quand il torche le match, là clairement. Avant de terminer par un stretcher match. Donc c'est-à-dire qu'il faut emmener son adversaire sur une civière au-delà d'une ligne. Donc déjà, il faudra m'expliquer en quoi c'est les 3 étapes de l'enfer. Match normal, false continue match et un stretcher match. Ça reste toujours la surprise. Bon, on a Cody et Ted qui interviennent, on va pas le répéter à chaque fois. Mais j'ai détesté ce match, quoi. Moi, j'ai mis 2. C'est une honte ce match. Pour les 3 stages de l'enfer, un normal, un false continue, un stretcher match, c'est vraiment angoissant. Ah, c'est une blague ce match. J'y ai mis 2, j'ai hésité à mettre moins. C'est une perte de temps. C'est tout ça en plus pour finir sur une intervention que tout le monde avait vu venir. Comme d'hab, quoi. C'est comme d'hab, et c'est presque scandaleux. Quand dans tes 3 Stages of Hell, t'as un match simple, c'est que c'est déjà pas bien parti. Un match, en plus, un match simple. Un match, tu peux faire le tomber n'importe où. Et un match où c'est un brancard. Bon, bah, tu t'attends une cage, tu t'attends un truc comme ça, un submission match. Mais non, là, c'est vraiment ultra décevant, quoi. Lucas, t'en as pensé quoi? Non, ça, c'est même pas que les stipulations qui me dérangent, c'est vraiment comment le match a été fait. Les 2 premières stipulations, même si c'est un match normal le premier que c'est un peu chiant, mais le False Continuer, par exemple, on le sent pas du tout. Je sais plus combien de temps t'as dit que ça durait, mais c'est très très court, Alors, je me rappelle. je vais vous ressortir ça. Donc, le match dure 21 minutes. Le single match dure 5 minutes. Face Continue match 6 minutes 20. Voilà. Donc, il reste 15 minutes pour le stretcher match. En sachant que la 3e stipulation, je l'aime pas du tout. C'est une stipulation de base que j'ai du mal, mais alors là, en plus, il était très 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 chiant. Et de toute façon, après un moment, j'ai arrêté de prendre des notes, ça me faisait juste chier de regarder le match. Ah non, il était fatigant. Et après le match, bon, coup de sledgehammer de Triple H sur Orton, car tout le monde doit rester fort, surtout Triple H. Ça, on verra jusqu'à la fin de l'année, il va rester très fort, trop fort peut-être. Et durant ce match, Cody et Ted vont participer à un triple threat tag team match contre les champions Kaito et Primo, Chris Jericho et Edge. Bon, ils vont pas remporter les titres. On l'a un peu spoilé en début d'émission. Mais bon, voilà quoi, ça montre le peu d'intérêt qu'ils ont pour les titres par équipe. Ce qui est dommage. Ça aurait été stylé d'avoir Orton champion du WWE et les 2 champions par équipe. Je comprends pas pourquoi ils n'ont pas fait ça d'ailleurs, ça aurait eu beaucoup plus de sens. Là, vraiment, Cody et Ted, ils passent vraiment pour des cons qui sont là à attendre derrière. Ah oui, et attendre pour rien quoi. Ils ont fait des petites tensions pendant le pay-per-view pour faire comme si ça allait peut-être être la trahison, mais étant donné qu'ils ont tout au main event, ils reviennent.
ça servait à rien. Ils auraient dû gagner les titres, je pense. Et ça leur aurait fait un règne pendant ça, quoi. Parce que là, c'est vraiment Bah, c'est tout des, Orton. des... C'est tout Orton. On dirait des mecs de la sécurité en termes d'importance de palmarès. Bon, après The Bash, donc totalement oubliable. Honnêtement, on vous le recommande pas. Un tournoi est lancé pour déterminer le futur challenger de Randy Orton. Et là, j'ai trouvé un truc pas mal, c'est qu'on a Triple H contre John Cena. Ça fait match nul suite à des interventions de Cody Rhodes pour changer. Et donc, on aura un triple threat à Night of Champions. J'ai trouvé ça une façon intelligente d'amorcer la future rivalité avec Cena. Ça permet, ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est que Batista est revenu pour la continuité. Là, on intègre Cena dans la rivalité pour la continuité. Je trouve qu'il y a une logique dans la continuité des rivalités. On le verra plus tard, ça continuera. Je trouve que c'est plutôt intelligent d'amener Cena comme ça. Effectivement, ça fait une transition logique en utilisant Night of Champion pour faire la transition entre les deux feuds. C'est bien. Ouais, je suis du même avis. En plus, je sais que durant la rivalité, il me semble qu'ils vont pas mal parler du match de WrestleMania 24 entre les trois. Et j'aime bien le parallèle qu'ils ont fait et la rivalité. Bah, ça amène bien Cena. Ouais, c'est bien les rivalités qui parlent du passé. Bon, pas obligé de faire parler 6 ans en arrière. Hein, mais bon, ça arrivait il y a un an, donc c'était plutôt pas mal. Donc, à Night of Champions, bon, Cody était de perdre, pour changer, comme d'habitude. Des merdes. Et ouais, le match est pas mal, mais bon. Ah, moi j'avais pas aimé, je me rappelle, je l'ai vu. Je l'ai revu, c'est du basique, on sent qu'il n'y a aucun enjeu, qu'il n'y avait pas de changement de titre. Mais bon. Après, les par équipe à l'époque, c'était pas non plus la joie. Même si j'ai les choses, Stéphane. Donc, à Night of Champions, on a une fin qui est plutôt pas mal. Encore une fois, je trouve qu'on a des fins qui sont plutôt innovantes entre la gifle qui a permis à Randy Orton de battre Batista. Et là, on a Randy Orton qui conserve. Donc, fin important du match, on a Triple H qui fait un Boston Crab à Randy Orton. John Cena est venu faire un STF. Orton a tapé logiquement. Mais l'arbitre ne savait pas qui donnait la victoire. Parce que du coup, il n'y a qu'un champion et il a tapé pour les deux. Et du coup, c'est à ce moment-là que Cody Ted arrive. Encore et encore. Pour attaquer Cena Enter. Avant de permettre à Orton de faire la tombée sur Cena. Et ainsi lancer leur rivalité. Au moins, tout le monde reste fort, ou presque. Moi, il y a juste un petit truc qui m'énerve à propos des triples menaces comme ça avec des heals qui attaquent comme ça, c'est je me demande toujours pourquoi ils l'ont pas fait plus tôt. C'est C'est vrai ça. à chaque fois je me demande ça, c'est pourquoi s'ils peuvent le faire, pourquoi ils attaquent pas directement. Et autre truc qui m'a un petit peu énervé, c'est le finish avec les deux prises de soumission. J'ai trouvé que c'était une bonne idée, mais une nouvelle fois, pourquoi que Teddy et Cody, pourquoi Ted et Cody, ils arrivent pas au moment où ils commencent les soumissions? C'est juste ce problème de logique, mais sinon le match était très bien et ça avait un spot innovant. Ouais, enfin, je suis d'accord, t'as juste Ted et Cody qui passent comme toujours pour des cons, mais sinon le match en lui-même, je l'aimais bien. Ouais, moi j'ai mis 3,5. C'est bon match. J'ai mis la même chose. J'ai mis un peu plus, j'ai mis 3,60. Ouais, donc on reste dans un match plutôt pas mal. Donc, le fait que, comme j'ai dit, ça va lancer la rivalité Cena-Orton, mais du coup, ça va permettre aussi de lancer une rivalité entre DX et Legacy, Cody et Ted. Et là, on va avoir le droit à un segment que j'ai revu. J'ai trouvé ça très fun. Donc, Triple H se fait attaquer par Cody et Ted plein de fois. Il en a marre. Et il décide de chercher Shawn Michaels. Sauf que Shawn Michaels est au Texas. Et dans ce segment qui est vraiment drôle, il est cuisinier dans une cafétéria d'entreprise. Et du coup, on a Triple H qui vient lui dire de l'aider. T'as Shawn Michaels qui se fait engueuler par une fille. Le segment est fun et rafraîchissant. Et là, tu vois que DX, ils nous ont quand même. On peut ne pas aimer leur match, mais c'est toujours divertissant, quoi. Effectivement, c'est toujours divertissant DX.
Même si là, on avançait vers, entre guillemets, leur pire version, vu que Oui, leurs deux autres versions étaient tellement bonnes que celle-là n'a pas su l'atteindre. Mais c'était quand même bien à ce moment-là, en tout cas. Le début, comment ils se sont reformés avec ce segment-là et tout, moi je me rappelle encore et c'est un truc que j'aimais beaucoup. Il me semble que de base, Michael voulait plus trop combattre avec l'histoire de Taker. Et oui, c'est ça. là, je trouve que c'était plutôt bien amené, et jusqu'au mec, j'ai bien aimé. C'est rafraîchissant, je trouve. Donc, on va partir sur un triptyque entre Orton Cena, qui aura 4 matchs, mais c'est les 3 prochains pay-per-view SummerSlam, Breaking Point et Hell in a Cell vont être liés. Parce que du coup, on va les deux rivalités qui vont lier, comme je viens de le dire. Donc, à SummerSlam, DX bat Cody et Ted, avec une entrée très cool de DX, qui rentre sur un char avec l'US Army qui passe faire un coucou. Bon, l'entrée elle a duré plus de 5 minutes. C'est du DX tout craché, je trouve ça un peu long. Mais bon, les entrées c'est Ah toujours bah, cool quoi. ouais, c'est toujours cool. Je m'en souviens de cette entrée, vu que j'ai revu ce match. Leur entrée était sympa, ouais. Et le match Avec le aussi, chat. d'ailleurs. Oui, le match, on va en venir. Moi j'ai mis 4. C'est plutôt pas mal. Donc, bon, le finish sera plus tard. On a Cody et Ted sur le ring. Non, n'importe quoi. On a Cody et Michael sur le ring. Alors que Hunter et Ted se battent en dehors du ring. Les deux se relèvent à 9, une extrémiste. Super kick out of nowhere de Edwick. 1, 2, 3. Bon. Après, moi j'étais un peu déçu. Je pense que j'aurais fait gagner Legacy en premier. Parce que là, du coup, ça paraît. Après, il y a Nostalgie DX, faut bien qu'il fasse un retour important. Mais ça, j'aurais fait inverse. Il y aura 3 matchs. J'aurais inversé chaque finish. Hmm, Les vainqueurs, je les aurais changés à chaque fois, je pense. Parce que là, au final, moi, dès qu'il y a de l'enjeu, ils perdent quoi. Ah ouais, c'est Legacy, quoi. Oui, c'est ça le problème. je pense que faire gagner la DX à SummerSlam, c'est pas grave. Parce que c'est leur retour en pay-per-view, justement. Donc pour moi, c'est pas si grave. Déjà, j'ai mis 3,75 à cause du finish qui sort trop de nulle part. Et que pour moi, si on devait faire gagner la DX, fallait un beau finish pour montrer, J'ai mis regardez, pareil. c'est la réunion de la DX. J'ai mis Du coup, j'ai mis 3,75 pareil. 3,75. Et mais sinon, bon match. Et moi, j'aurais juste inversé le finish du dernier. Ouais. Ouais. Moi, bah, le match, je l'aime bien aussi. J'aime beaucoup les passages de SBK, j'ai mis. Et par contre, le finish en soi, bah, c'est vrai que j'aurais trouvé ça plus cool d'avoir un finish genre suite une musique suivi d'un pedigree, tu vois, pour bien montrer que c'était la DX. Maintenant, en soi, il me dérange pas. Et le fait que ce soit la DX qui gagne là, ça montre que la Legacy, bah, jusque maintenant, elle gagne pas beaucoup de choses importantes. Donc, ça aurait peut-être été mieux de changer. Ouais. On a plus tard, quand je vais être franc, on a un match bien pour Rave dans lequel Orton bat John Cena. C'est le match d'angoisse, clairement. Donc, durant le match, on a Orton qui pousse l'arbitre pour se faire disqualifier et conserver son titre. Et le match est relancé. On annonce que si Orton est disqualifié, il perd le match. Orton se fait décompte à l'extérieur. Le match est relancé une nouvelle fois. Puis une troisième fois après qu'Orton ait triché lors d'un tombé. Et jamais trois. Et encore une fois, comme si on n'avait pas suffisamment souffert, on a un fan qui débarque durant un STF de Cena pour casser la soumission. Et 2 RKO de Orton, 1, 2, 3, fini. J'ai détesté le match. Parce que là, en fait, c'est trop. Ils ont fait 2 mois de booking en un match. C'était trop quoi. J'accepte qu'ils fassent disqualifier, conserver, qu'ils relancent ce match. Non, ils ont lancé le 3 match 3 fois quoi. Bon, c'est un peu trop. C'est vrai que c'est beaucoup. Donc, Bah, attends, pensé quoi? pour avoir revu le match, la fin, je la trouve un peu chaotique. Le premier, au début, je crois que ça allait d'abord la disqualification. Celle-là, ça va, même si ça ressemble un peu, du coup, un peu à ce qu'il y avait avec Batista.
c'était déjà, du coup, ça me faisait déjà chier que ce soit un peu une répétition, mais je me dis que juste ça aurait été. Le fait d'après enclencher presque directement les comptes extérieurs, puis juste après le tomber et le faire presque d'affilée, ça fait vraiment un esprit chaotique. En plus, t'as le fan qui vient attaquer l'arbitre, donc ça rajoute du chaotique. Le match en soi, je le trouve pas mauvais parce que je trouve que Orton et Cena ont un meilleur feeling que Orton Triple H, mais la fin, ça gâche tout. Bon, et on va rassurer les auditeurs. Le fan, c'était pas un fan. Il se trouve qu'il s'agit de Brett DiBiase, le frère de Ted. Bon, il n'y aura pas de suite parce que bon, il va se faire prendre un RKO et un peu de kick et merci d'être Non, je passé. sais même plus. Si, c'était le frère de Ted DiBiase. Oui, je me rappelle même plus. On n'a pas marqué. Je m'en rappelle plus non plus. Il n'y aura pas de suite. Donc ce match, moi j'ai mis 2,5. C'est à oublier et à plus jamais refaire. Ouais. Donc, Je l'ai pas. t'as mis combien, Lucas? Ah, j'ai mis plus haut, par contre, j'ai mis quand même 3 étoiles parce que le match en lui-même, je le trouve pas mauvais. Alors, ça m'a cassé totalement dans le truc, quoi. Et la fin est très mauvaise. Bon, comme je dis, c'est un triptyque. On passe à Broken Point. Dans Cody Ted contre DX dans un Submission Anywhere match. On a le droit dans le match à une double soumission plutôt cool sur Cody avec une chaise. Par contre, où Triple H sur un Boston Crab et Shawn Michaels fait une sorte. Je sais plus. Il y a une double soumission. Par contre, j'ai trouvé ça trop puissant pour pas être le finish. Parce que là, tu prends une double soumission avec une chaise. C'est un peu. C'est trop puissant. Clairement, ça aurait pu être le finish. Bon, on verra que ça peut pas être le finish parce que la victoire sera pour Legacy, Cody et Ted. Donc au final, on a Triple H qui met KO backstage. Donc d'ailleurs, le buffet n'est pas resté très fort. Il y en a partout au sol. Donc ça, Otis se serait régalé. Du coup, le match se termine en 2 contre 1. Avec une très belle double soumission par contre. Avec le point du ring. Où t'as Ted qui est pendu vers l'extérieur. Et Cody qui maintient la prise. Donc on a HBK obligé d'abandonner. Hunter arrive trop tard. Et encore une fois, il faut que Hunter reste fort. C'est ce que je marque à la fin. Faut vraiment qu'il reste fort jusqu'au bout. Et je vais enchaîner sur le match suivant on fera un point sur les 2 matchs d'un coup. Entre John Cena et Randy Orton. Dans un excellent, je pense, le meilleur match de cette année-là. Dans un excellent I Quit match. Donc, pendant très longtemps, ça a été mon match préféré de Cena et d'Orton. Bon, j'aurais toujours du mal à donner un 5 étoiles dans un match I Quit. Les stipulations me dérangent un peu. Mais moi, je mets un bon 4,5. Avec une grosse domination d'Orton. Bien méthodique, bien sadique. Face à un John Cena qui n'abandonne pas. Et finit par faire abandonner Orton avec un STF avec une note. J'ai trouvé ce match très bon. Les deux, globalement, premier match, j'ai mis 3,5. Celui-là, 4,5. C'est plutôt pas mal. Déjà, j'ai pas revu le Submission Count Anywhere. Mais le match John Cena Randy Orton est vraiment excellent. Je pense que c'est le meilleur match de Randy Orton de cette année-là, pas de l'année tout court, parce que à WrestleMania 25 pour moi il y a eu Undertaker Shawn Michaels en match de l'année. Mais l'un des meilleurs matchs d'Orton et de Cena, le meilleur match Orton-Cena pour moi. J'ai aussi mis 4,5 et c'était excellent. Ouais, bah, moi, du coup, j'ai revu les 2 matchs. Pour Orton Cena, bah, je pense que c'est mon match préféré aussi entre les deux. J'ai même été toujours encore plus gentil que vous, j'ai mis 4,75. Et pour moi, le match, il manque quasiment rien. Ça montre bien la psychologie de Orton. Pour une fois, le côté super-héros de Cena est bien utilisé. Et franchement, c'est un match que je pourrais revoir plein de fois. Ça me dérangerait pas. Par contre, le DX Legacy, il y a des passages en fait que je trouvais bien et des passages que je trouvais plus chiants. Et ça mixait un peu entre les deux. Mais ce qui m'a beaucoup dérangé dans le match DX Legacy, c'est le fait que, bah, un peu comme tu as dit, Hunter doit rester fort. Et surtout Michaels, je trouve qu'il s'en prend souvent beaucoup et c'est vraiment montré comme le maillon faible. Et c'est un peu chiant en force.
Par contre, le finish est cool. Ouais, le finish est cool et au final, ce qui est triste, c'est que c'est une victoire pour Koji Ted, mais on s'en souviendra pas, quoi. Parce qu'il gagne en 2 contre 1. Moi, le problème avec cette rivalité, c'est que Koji Ted, donc oui, c'était un 2 contre 2, mais Hunter a été mis KO, mais en 2 contre 2, ils peuvent pas gagner. On le verra à Hell in a Cell, où, encore une fois, même dans la victoire, ils passent pour des couilles, quoi. Le problème pour moi, c'est surtout que Hunter, il doit à tout prix paraître le plus fort possible et que du coup, à chaque fois, dès qu'il y a Hunter, ils peuvent plus rivaliser. Ils sont obligés que Michaels. Michaels, ça va, mais Hunter, c'est trop fort pour eux. Et ça, c'est chiant à Ah, mais force. c'est Super Saiyan, hein. Comme The Bash ou Streeter Match, où à la fin, il doit mettre un Scoot Sledgehammer sur Orton pour rester fort. C'est ça, c'est Hunter doit rester fort. Je pense que c'est 2009, c'est Hunter doit rester fort. Et on va le voir à Hell in a Cell. C'est le main event, mais je vais commencer par ça. Où ça va être la fin de la rivalité. Donc on a un partout. Avant le match, on a donc ce sera un Hell in a Cell match. Et avant le match, on a Ted et Cody qui attaquent HBK et Hunter. Bon, c'est vrai que quand tu as une cage à disposition, c'est beaucoup plus utile de te battre à l'extérieur. Bon, sur le coup, j'ai du mal à comprendre. Même si c'est la fin, c'est expliqué. Parce que du coup, Hunter est mis KO avec Sarah du ring. Encore une fois, on protège Hunter. Et du coup, la cage se ferme et on part sur un handicap match. Donc, où HBK prend tarif, clairement. Et là, j'ai trouvé ce moment où je suis totalement sorti du match. On a Hunter qui arrive. Il a voulu entrer dans la cage. Mais sauf qu'il s'est pas dit un instant qu'il suffisait de prendre une pince. Il a tenté d'escalader, d'arracher la cage, de casser la chaîne à coups de chaise. En fait, il lui a fallu 15 minutes pour se dire bah, pourquoi je vais pas chercher une pince en backstage, quoi. Et j'ai trouvé ça débile. Il passe vraiment pour un couillon, quoi. Ça paraît logique de prendre une pince. Mais non, il a fallu 15 minutes pour qu'il la hit que Ted et Cody prennent de la hit. HBK qui souffre. Tout ça pour au final Hunter qui vous la cage avec une pince. Merci Hunter. Donc il rentre, il prend le momentum. Et c'est ça, c'est que quand il y a Hunter, il n'y a que du Hunter. Donc Ted est sorti de la cage en finant 2 contre 1. Donc Hunter et LPK contre Cody. On a une descente du coude de la 340 de Michael sur Cody coincé avec une chaise. Hunter sort sur Sledgehammer. Le finish par contre il est vraiment cool. Et je crois que c'est Alex qui a dit ça, je l'aurais plus vu pour le match de SummerSlam. Où t'as en même temps un switching music de HBK et un coup de Sledgehammer. Donc là, c'est Cody, il prend le tombé. Moi, j'ai vraiment été dérangé par ce match. Cody Ted passe vraiment pour des guignols, encore une fois. Ils sont à 2 contre 1 tout le match. C'est vrai, surtout qu'en plus, ça aurait été le moment de leur donner une victoire dans une rivalité importante, parce que ça se voyait que ça allait être la der des der. Et pour moi, que Hunter il mette du temps à aller chercher une pince, bon, c'est pas si grave, ça permet d'avoir de la hit. C'est un peu Ça dure un con, quart ça d'heure le fait quand même. passer pour un con, mais oui, bon, ça aurait pu durer moins longtemps en vrai. Mais pour moi, ce qui aurait dû se passer, c'est Hunter rentre dans la cage, c'est ça commence à se battre et la DX perd quand même, parce que ils viennent de tabasser Michael pendant 15 minutes. Normalement, Michael, il est plus en état de se battre à 100%, ils peuvent se concentrer sur Hunter. Et pour moi, ça aurait pu faire une bonne fin de rivalité comme ça, où la Legacy en sort très fort, surtout pour ce qui est devenu et Hunter et la Legacy après, ça aurait plus servi à la Legacy cette victoire. Et surtout que je crois que c'est alors, j'ai un doute, mais je crois qu'en plus c'est Shawn Michaels qui fait le tomber, quoi. Donc c'est encore pire. Oui, c'est Shawn Michaels qui fait le tomber après. Donc Il met son c'est switch encore in pire, quoi. c'est encore pire, ouais. Bah, ça les fait vraiment passer la Legacy pour des mecs qui savent pas se battre. C'est le problème. C'est le match en soi. Moi, il y a des trucs que j'aime bien. L'idée quand même au départ de faire le 2 contre 1 en soi, je trouve pas ça mauvais. Mais vraiment, le truc qui me dérange, c'est qu'au final, ça se finit sur une victoire de la DX. Ça fait que la Legacy passe vraiment pour des cons, quoi. En un quart d'heure, Et ils perdent, quoi. à battre Michaels en 2 contre 1. Voilà. C'est ça. Et au final, c'est ça, c'est qu'ils
Donc là, c'est la fin de la rivalité entre DX et Legacy. Et au final, on n'aura pas eu de victoire, une véritable victoire 2 contre 2 dans les règles de l'art, quoi. On a Blocking Point, bon, il gagne, et encore que Hunter est protégé. Et là encore, c'est Hunter qui est même couillon, qui doit rester fort, quoi. C'est lui qui sauve le match, quoi. Bon. Encore une fois, Hunter doit rester fort. Comme je l'ai dit plus tôt, donc DX Legacy c'est terminé, mais Orton Cena, nous avons un 4ème match. Et Orton a repris le titre. Honnêtement, un match dont ça s'est bien passé. Parce qu'à Blocking Rights, on a un Iron Man match de 60 minutes. Je déteste cette stipulation. Surtout de 60 minutes. Donc, il faut noter que si Cena perd, il doit quitter Raw pour SmackDown. Par contre, si Orton perd, il n'aura plus de chance au titre tant que Cena l'aura. Sera champion. Bon, bah, c'est du match tout. Du Iron Man match tout craché. Je vous spoil la fin. Il y a 6-5. Bon. Tout ça en 1 heure. Donc, on se tombait en 1 heure. Bref. Chose à noter. Alors, par contre, j'ai trouvé ça étonnant. Donc, t'as Randy Orton qui tape, qui est soumis au bout de 3 minutes. Donc, Orton ne reste pas du tout fort pendant le début du match. Quand même, la soumission, c'est censé être protégé. Là, pas du tout. Au bout de 35 minutes de match, on a 4-5 pour Orton. Donc, on a quand même 9 points en 35 minutes. Et pendant un quart d'heure, on n'a rien. Pendant un quart d'heure, on a un vrai match. Alors que logiquement, ils auraient dû commencer par un quart d'heure de match avant de faire le tombé. En fait, ce match, le problème, c'est que c'est tout à l'envers, quoi. Et on a Cena qui égalise au bout de 50 minutes. Avant tout mettre Orton à 4 secondes de la fin. Comme tout Iron Man match. J'ai détesté ce match. Je sais que Lucas, tu l'as revu. Moi, Je l'ai revu, mais pas en entier, parce que j'ai pas tenu tout le match. C'est long, chiant. 6-5. Oui. Mais j'aime pas la stipulation de base d'Iron Man match. J'ai jamais eu un Iron Man match que j'ai aimé. Mais celui-là, il est vraiment mal fait. Moi, j'ai mis 3 parce que. J'ai pas mis une note. 3 pour l'effort, quoi. Alex, tu l'as revu, toi? Non, j'ai pas eu le courage, désolé. Bah, t'as eu raison. Mais... Honnêtement, c'est. Autant le I Quit match entre Cena et Orton de Breaking Point 2009, on vous le recommande. Celui-là, on vous en conjure de l'éviter, quoi. Gardez 1 heure de votre vie, mais regardez surtout pas le match. Bon, comme tout match d'Orton, devinez qui intervient. La Legacy. Cody et Ted qui interviennent. Mais pas que. On a une intervention de Kofi Kingston pour empêcher Cody et Ted d'intervenir parce qu'il y a eu match et embrouille avant. Parce que plus tôt dans le match, on aurait eu un 7 contre 7 contre SmackDown. Et Kofi était impliqué, il y a eu embrouille avec Kofi, donc il intervient. Donc là où je trouve intelligent ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est que du coup, on incorpore Kofi dans la rivalité, qui sera la prochaine rivalité d'Orton. Encore une fois, tout est... Il y a une continuité, je trouve. Donc ça permet de l'intégrer. Donc, ce pay-per-view est au pied. J'ai pas de souvenir d'avoir un bon match dans ce pay-per-view. Donc au final, Orton va perdre le titre. Donc encore une fois, donc à chaque match, on a un champion de titre. Et c'est là où on sent que c'est vraiment... la Legacy, c'est... Ça tire sur la longueur. C'est pas que ça tire sur la longueur, mais ça perd d'intérêt, quoi. Tu fais un truc comme ça, tu fais Orton invincible toute l'année, quoi. Là, il a perdu. Du coup, il a perdu une fois contre Batista, 2 fois contre Cena. Ça fait beaucoup, quoi. Surtout qu'à côté, on a Cody et Ted qui on ne compte plus leur défaite, on compte leur victoire. C'est ça, parce que comme je dis, Cody est dans le 7 contre 7 versus SmackDown. Ted n'y est même pas. Il faut savoir que Cody a battu Ted et Cena dans un match qualificatif. Ça fait une bonne victoire, mais bon.
On verra plus tard que c'était pas la victoire qu'il aurait fallu avoir. Tu vois, c'est maintenant on les met dans les 7 contre 7 sans intérêt. Donc, déjà pour Queensless, ça sent la fin et c'est la fin. Donc Cena ira en rivalité avec Sheamus, tandis que Randy Orton avec Kofi Kingston. Donc le lendemain de Blackness Right, bien que la stipulation était que si Orton perdait, il n'aurait plus de chance au titre, il demande un match contre Cena au Series. Cependant, Kofi Kingston apparaît et se venge de l'attaque d'Orton, que plutôt dans le match, Orton, logiquement, s'est vengé de Kofi pour avoir empêché Cody d'intervenir. Logique, même s'il n'y a pas beaucoup de sens. Et il y a un segment qui est marrant. T'as Cody et Ted qui offrent une voiture à Randy Orton pour oublier sa perte de titre. On a Kofi qui l'a détruit. Bon. C'est divertissant. Ça met un peu de... Ça met un peu de nouveau. Moi, je trouve ça toujours sympa quand il y a des trucs extérieurs au catch qui sont incorporés aux rivalités. Là, on sent vraiment que Orton, c'est plus Orton qu'on a eu, quoi. Bon, tout ça pour amener au Survivor Series. On aura la team Orton et la team Kingston. Donc logiquement, bah, tu fais gagner Orton, mais non. Du coup, dans la team Legacy, on a William Regal et CM Punk. Donc ça reste une bonne équipe. Contre la team Kofi Kingston, Christian, MVP, Asuka et Mark Henry. Et du coup, bah, c'est victoire de la team Kofi. Avec Kofi qui pine Orton. Bon, après, c'est logique. Mais bon, quand tu builds Orton et Legacy, quoi, tu fais pas perdre, quoi. Moi, j'aurais bien vu la Legacy les 3 derniers sur le blanc, quoi. Bah, à cette époque, je crois qu'ils essayaient de faire un push de Kofi jusqu'à Oui, il y a l'histoire un du push. stupide Ah. et que ça allait dans ce sens, mais c'est vrai que c'est dommage. Mais on Bah, sentait pour que lui. Legacy c'était sur la fin, quoi. Bon, après, j'ai envie de dire, Legacy, ils avaient déjà eu plein de défaites et tout. Honnêtement, que Kofi gagne là, c'est pas ce qui m'a dérangé le plus. Legacy, c'était déjà un peu mort là. Ouais, bah, le seul but, c'est justifier à TLC un Randy Orton contre Kofi. Sans intérêt. Moi, j'ai mis 3. Ça n'a pas d'intérêt. Bon, victoire de Randy Orton. Bon. On sent que ça reste toujours le projet. Mais bon, dans ce cas-là, j'aurais fait gagner Kofi, quoi. Parce que au point où on en était. Surtout si vous voulez le push. Bon, on aura le droit aux stupides. Aux gens dire stupides. Comme Alex a dit, mais bon. Vraiment la fin d'année d'Orton, on va dire après Breaking Point. À la limite, NSL, c'est oubliable. C'est clairement oubliable. Donc, je vous ai noté en fin d'année. Et pour la seule fois de l'histoire, on a un tournoi pour déterminer la superstar de l'année. Et bah, c'est Cena qui gagne. Donc, on a John Cena qui bat CM Punk par tomber en 1 minute 41. Donc là, CM Punk ne reste surtout pas fort. Là. Ah, mais CM Punk fin d'année, c'était catastrophe. Ah oui, d'accord. Catastrophe. Je me rappelle, au Alors, même pas kick-off, il de... avait perdu contre Archouf. Oui, c'est ça. On même pas 2 minutes. Et on a Orton qui bat Undertaker en 3 minutes 40 par décompte. Bon. On sent qu'il y avait vraiment de l'intérêt dans ce tournoi. Quoi. Ah, Et en main event, on a Cena qui bat Orton par tomber en 9 minutes. Bon, totalement Quel oubliable. match. Totalement oubliable. On retient juste que c'est la seule fois de l'histoire qu'ils l'ont fait. Et vu ce qu'ils en ont fait, tant mieux, j'ai envie de dire. Mais bon, on a par contre en fin d'année, là on sent vraiment que c'est sur la fin. On a juste avant le 28 décembre, on a Cody Rhodes qui bat Mark Henry pour conserver sa place dans la Legacy. Donc on sent qu'il y a déjà un peu de tension. C'est friable. Alors il faut savoir que le Raw du 11 janvier 2010, du coup on est en 2010 maintenant, c'est Mike Tyson qui est le guest host de la soirée. Donc à l'époque c'était les légendes qui venaient pour une soirée. Et on a un triple menace entre Orton, Kingston et Cena qui venait de perdre le titre contre Sheamus. Pour savoir qui irait défier Sheamus au Royal Rumble. Donc c'est Orton qui gagne grâce à l'aide de Cody et Ted. Je pense pour la 150e fois en 6 mois. Et au Royal Rumble. Donc le match est pas passionnant du tout.
mais c'est plus la fin du match qui va être marquante. Donc on a Randy Orton qui perd contre Sheamus, suite à une intervention de Cody Rhodes, du coup qui disqualifie Orton. Et furieux, à la fin du match, on a Cody qui se fait attaquer par Orton. On a Ted qui est venu les séparer. Orton attaque aussi. Et à la fin, on a Sheamus qui porte un gros kick à Orton. Pour rester fort et pour que... On sent déjà que le projet Legacy, c'est la fin. Bon, bah, tous les clans explosent. Le match n'est pas intéressant, mais bon, ça reste plus pour amener ce qui va suivre. Au début de la rivalité entre les trois hommes, quoi. Bon, il y a un de vous qui a revu le match ou pas? J'ai revu le match, mais j'ai pas grand chose à dire. C'était un match lambda. Ouais, pas hyper intéressant, il dure 12 minutes. Bon, c'est surtout la fin du match qu'on retiendra, quoi. Alex, toi, tu l'as perdu, je crois. Non. Orton Sheamus, c'est pas vendeur. Ça, c'est clair que c'est pas vendeur. Donc, alors, dès le lendemain, on a des matchs qualificatifs pour l'Elimination Chamber, qui sera le show suivant. On a Cody qui perd contre Cena, donc ça, j'ai pas compris, honnêtement. C'est vrai que pour Push un jeune, c'est plus intéressant de le faire battre pour un vieux 7 contre 7 qu'on a eu plus tôt. Donc, où Cody a battu Cena et Ted. Donc, c'est pas comme si un problème entre les trois membres de la Legacy venait de démarrer. Du coup, tu te trouves avec seulement 2 membres dans le match parce que on aura Ted qui bat Mark Henry. Alors, dans un finish, j'ai pas compris. On a Ted qui fait un DDT sur le bras de Mark Henry. 1, 2, 3. Donc, bah, Mark Henry n'est pas du tout resté fort. Surtout Ça pour un bug. gabarit comme ça. Bah, je pense que c'est un poche parce que j'ai pas compris quoi. Si pas 1, 2, 3 sur ça. Ou alors, soit je sais pas, j'ai peut-être raté le truc où Mark Henry était blessé, mais c'est quand même. Bon, Ted on ressort très fort. Mais bon, ça n'a pas grand intérêt. Du coup, Mark Henry reste pas fort. Alors, on a Randy Orton qui bat HBK par roll-up. Donc là, c'est le 4 qui n'en ressort pas fort. Parce que bon, faut faire un finish un peu plus fun qu'un du roll-up. Et comme je dis, bah, il y a Cody qui perd contre Cena. Et au final, on se retrouve avec Ted DiBiase, Randy Orton, Sheamus, John Cena, Kofi Kingston dans le match et Triple H. J'ai rien contre Kofi, mais ça aurait été beaucoup plus logique d'avoir Cody que Kofi dans le match, quoi. Ouais, après à ce point-là, je pense que le booking de la Legacy, il était mort. Moi, je l'aurais Ouais, pas tu booké utilises- comme ça, c'est Elimination Chamber. Tu utilises un match entre les trois, donc tu mets les trois dans le chamber, quoi. C'est pas logique. Là, en soi, ça m'a pas dérangé parce que vu l'intervention qu'ils ont fait de Cody, je la trouve pas mauvaise. Donc, du coup, ça me dérange pas qu'il l'ait pas mis dans le match. Ouais, ouais. Et au stade, tu vois, bon, Cena remportera le titre. Je te lance direct, donc si on a qui soit dans le match. Donc, c'est-à-dire comme Cena a pris 2 fois le titre à Orton, Oh. il a perdu contre Sheamus pour le reprendre à Elimination Chamber, donc 3 titres en 6 mois. On est sur la bonne période de Cena. Il leur perd. Il leur perd le même soir. Oui, Oui, il leur permet le même soir, mais bon, ça lui fait quand même 3 titres en 6 mois. On n'est pas. Ah oui, mais tu rajoutes un mois et tu leur donnes un titre. Parce que le mois Ouais, après, c'est il ça. prend le titre. C'est ça. Donc, on a. C'est Batista qui, à la fin du match, attaque. Qui bat Cena, c'est ça, je me semble? Ouais, Oui. bah tu t'arrives. Ouais, c'est ça. Donc, bon. Rien de notoire, juste que le titre, au final. Moi, je dis ça parce que le titre, c'est sa plus grand intérêt, quoi. ils ont tenté de faire cette chose de mêler les rivalités parce que Batista a eu cette chance parce qu'il a attaqué Bret Hart et c'est dans la rivalité Bret Hart-Vince McMahon. Sauf qu'on n'avait pas envie de voir Bret Hart-Vince McMahon mêlé au titre WWE vu que c'était une très mauvaise rivalité qui jouait en plus sur un événement du catch qui n'était pas un truc sur lequel on avait envie d'écrire. Non, ouais, c'est ça, c'était 12 ans après, ils ont surfé sur un truc. Pour continuer sur la rivalité, donc les semaines suivantes, c'est vraiment une guerre d'ego. Où c'est je suis meilleur que toi, toute la storyline c'est sur ça. T'as Cody Rhodes qui bat Orton sur l'altération de Sheamus. C'est vraiment une guerre d'ego, quoi. Ça n'a pas grand intérêt. Donc, à Elimination Chamber, des Ted DiBiase. Durant le match, il donne une barre de fer à tête pour éliminer Randy Orton. Avant de se faire comme un con éliminé. Donc, c'est vraiment pour annoncer un match qui aura lieu à WrestleMania. Match très très décevant. J'ai étonné qu'il soit J'ai si court. peur sur la note du match. Hein. Maintenant, j'ai mis un 2. J'ai mis la même note que le Twisted of Hell parce que même c'est une honte encore.
c'est ça fait ressortir personne fort, puisque personne n'est ressorti fort de cette fin de la Legacy. Randy Orton, il est resté au même niveau et les deux autres, ils sont tombés là où ils sont tombés, là où ils étaient déjà. Pour moi, fallait donner la victoire à l'un des deux, voire aux deux en même temps, genre les deux recouvrent Orton et ils prétendent qu'ils ont gagné tous les deux, quoi. Mais fallait faire un truc un peu innovant parce que là, c'était nul, rien à retenir, une purge. Le match en lui-même, il est pas terrible. Voilà, la note, j'ai quand même mis plus parce que ouais, j'ai mis 2,5, mais par contre, c'est juste parce que je prends moins en compte le résultat. Le résultat en soi, bah, c'est comme il a dit, c'est très dommage. Surtout qu'un mois plus tard, Orton, de toute façon, il va pas faire grand-chose, il va perdre contre Swagger. Donc, ils auraient pu, je pense, donner la victoire à Cody ou à Ted, qui aurait été après affronter Swagger. Ça aurait pu au moins les mettre un peu en avant. Là, ça a servi à rien. Le match, il est oubliable et bah, Orton n'a pas besoin, ça lui a pas aidé la victoire. Cody passe très faible, Ted il passe très faible. Je sais que Ted 2 mois plus tard il va faire une nouvelle gimmick qui marchera pas. Cody je sais même plus ce qu'il fait, donc ça aide personne. Et c'est une fin triste. Cody va se lancer dans son run solo qui a été à moitié Ouais, mais couronné c'est de plus tard le succès. run solo. Le run solo c'est 2 ans plus tard, non? Un an ou 2 ans? Oui, Dashin Cody Rhodes sort plus tard. Et Ted DiBiase, il sera avec Maryse. Je crois que c'est cette période-là, Ouais, 2010, où il était Oui, avec c'est Maryse. ça. va Bon, pas à la fin l'aider du beaucoup. match, il y a un pun kick un pun kick sur Cody, un RKO sur Ted DiBiase, 1, 2, 3. Fin du match. Mais en fait, ce match, il résume parfaitement la Legacy. Tout pour Orton. Personne ne reste fort. Donc, bon, là, on est à la fin de la Legacy. La Legacy, ça a duré 1 an et demi. On retient quoi? On retient la rivalité. Là, j'ai quelques questions pour finir, pour conclure. 2009, meilleure année d'Orton. Oui. Oui. Ouais, on est bien d'accord. C'est tout pour Orton. La rivalité Orton contre l'autorité, entre l'autorité et McMahon. Vous le placez où dans votre top 3, top 5 des rivalités de la génération NT1? Donc celle qu'on a connue 2008, 2013, 2014. Vous la placez où par rapport à des Punk Cena, des HBK Undertaker? Vous la placez où? En dessous. Car son problème, la rivalité dans les segments est géniale, mais à la fin, les matchs, c'était pas bien. Donc pour moi, c'est une bonne rivalité, mais le problème, c'est que normalement, je dois pouvoir apprécier les matchs de cette rivalité en plus des segments, et que là, le match, par exemple, de WrestleMania 25, il était pas bien. Ouais, je considère que c'est quand même une rivalité qui a été très importante dans cette année-là, donc je la mettrais quand même très haut si je devrais faire un classement. Mais c'est sûr que ça sera en dessous d'un Pug Cena ou des rivalités comme ça, parce que bah, les matchs sont pas au niveau. Donc même si tu fais des segments qui sont innovants et qui sont super bien faits, qui sont personnels et tout, si les matchs sont décevants, ça donne un goût amer à la rivalité. Donc forcément, je la mettrai en dessous. Ok, je vais finir par deux petites questions. Est-ce que la Legacy c'est un gâchis? Parce que c'est très court, c'est 1 an et demi. Et au final, ça n'a servi ni à Ted, ni à Cody. Et au final, le seul intérêt des deux, il n'y a même pas de titre pour eux, c'est la rivalité face à DX qu'ils ont perdu. Est-ce que la Legacy, c'est un gâchis? Oui. Tu viens de dire pourquoi, c'est aucun titre. Personne n'en sort particulièrement grandi. Randy Orton, il en sort presque. Randy Orton, normalement, aurait dû en sortir grandi, mais il a eu plusieurs défaites qui l'ont trop blessé. Du coup, il en sort pareil. Ted et Cody, ils en sortent pareil. Pour moi, ça a élevé personne. Bah pour le coup, ouais, en soi, le problème, c'est que c'est tourné juste autour d'Orton et du coup, bah, le clan, il y avait mieux à faire, je pense, que ce qu'ils ont fait. Là, Orton, en plus, après, bah, ça va finir sur un face turn, donc ça va changer le personnage total, un peu de Orton. Donc, au final, les bons trucs, le fait qu'on retient que la Legacy, c'est un bon clan, c'est juste parce que Orton a fait des bonnes rivalités. Le clan lui-même, ils ont rien fait de spécial. Je pense qu'ils ont fait qu'un match important tous les trois ensemble. Pas Oui. pour moi, c'est pas un clan que je soutiens vraiment. C'est juste Orton et
et ses deux membres. C'est comme Seth Rollins et la GNT Sécurité. Bah c'est ça, on retient juste le match de Backlash. Le 3 contre 3, c'est le seul vrai match marquant pour eux. Où Et au les final, trois ont été ensemble. c'est ça. Et au final, le finish, c'est à cause de Batista. Donc ils sont même pas ressortis sur un match comme ça. Et au final, le seul intérêt de la Legacy pour moi, je me demande si ça se résume pas juste à la road to WrestleMania de 2009, quoi. Avec Carton qui pancake les McMahon, ça se résume qu'à ça au final, la Legacy. Du coup, je vais en Oh, revenir à mec. Oui, oui, un un peu peu à la après. rivalité avec Cena. Oui, mais du coup, c'est plus dans la rivalité. Tu vois, c'est plus la Legacy, c'est Orton. Tu vois, Ouais, c'est vrai. si C'est on est vrai. là, c'est Orton versus Cena, c'est pas Legacy versus Cena. Et moi, j'ai posé la question qui. Legacy, c'est un clan qui avait un fort potentiel, qui est apprécié de beaucoup. Moi, la question que je vais finir, c'est Legacy, surcoté ou sous-coté? Alex, Com- Compliqué comme question, mais je vais devoir partir sur surcoté. pourquoi? Car on s'en souvient beaucoup comme un grand clan. Même moi, je me souvenais d'eux en mieux. Alors que, bah, on vient de le dire, en termes de talent pur, il y a beaucoup de talent. Mais ça, on le savait. Mais en termes de booking, en termes d'histoire, en termes d'accomplissement, il n'y a rien. Il n'y a pratiquement rien. Il y a Orton qui a quelques titres WWE, mais c'est des accomplissements solo. Et sinon, il n'y a rien. Donc pour moi, ça partira sur un surcoté. En vrai, ouais, pour moi, c'est surcoté parce que je les vois même pas vraiment comme un clan. Pour moi, je préfère les clans où il y a plus quand même une égalité, ou au moins que les lutteurs qui sont considérés comme en dessous du chef sont quand même forts. Genre Evolution, Hunter est le chef, mais Orton et Batista et Ric Flair, ils passent pas pour des cons non plus. Ou alors un clan du style Le Shield qui est les trois plus ou moins égaux, mais là, ça fait, pour moi, c'est comme dit, ça fait vraiment GND sécurité. Et par rapport à comment les gens parlent, pour moi, c'est surcoté. Le clan est pas si terrible que ça. C'est Orton qui est excellent et Cody et Ted qui sont très cons. Et je trouve ça dommage parce que j'aime beaucoup Cody et Ted. Je pense qu'il avait beaucoup de potentiel aussi. Et que Et la gimmick de Legacy. à choisir, je Oui. considère, là j'ai dit le Shield, mais par exemple, je considère le New Day, même si c'est une équipe qui n'a pas été beaucoup dans le main event à part une fois, je les considère comme un meilleur plan d'un point de vue où les trois ne paraissent pas pour des cons. Ça, on est d'accord. On peut faire un point sur ce qu'ils sont devenus. Orton bah, est toujours à la WWE. Cody Rhodes est un fer de lance de la AEW. Et au final, bah, la tristesse, ça reste à DiBiase qui a arrêté sa carrière, tout simplement. Qui a quitté la WWE en 2013 pour n'avoir rien fait. Cody a eu des petits règnes par équipe, par intercontinental, mais rien. Donc pour moi, c'est un vrai gâchis parce que bah, il y avait un potentiel de dingue avec une gimmick de fils de. Quand même, Ted DiBiase, c'est le fils bah, je veux dire de son père, mais du grand Ted DiBiase senior, Cody Rhodes, de Dusty Rhodes. Il y avait tellement plus à faire, quoi. C'est tellement dommage. Et il y a 1 an et demi, c'est ultra court. Alors que tu pouvais faire. Moi, j'aurais bien vu ça. Tu fais 1 an Orton en avant, et après, tu fais Cody en avant. Tu dures ça sur 3 ans, tu fais Ted en avant, et à la fin, tu fais un vrai match entre les trois pour savoir qui est le meilleur, quoi. Mais bon, vu le booking de Cody et Ted, ils sont pas restés forts du tout. La fin reste un peu triste. Est-ce que vous avez un mot à dire pour la fin sur la Legacy? Oh, décevant. En un mot, Orton. Et moi, je vais dire. Les deux marches, je vais dire gâchis. Car c'est vraiment. Ça aurait pu être beaucoup mieux, quoi. Alors que ça part sur une histoire qui peut être vraiment intéressante et c'est vraiment dommage. Ils auraient pas dû se séparer Cody et Ted après que Orton soit parti. Ils auraient pu, je pense, en faire encore quelque chose de bien, eux deux. Oui, il y a une Les... reformation 1 an après. Cody a été Je sais drafté pas, à tenter quelque SmackDown. chose. Ouais, Essayer de faire quelque chose pour que ça soit pas vraiment juste une impression que c'était juste Orton, quoi.
Là, franchement, Princeless, on a le nom, mais au final, on s'en fout, hein, Princeless. Alors que pourtant, c'était pas mal. Hein. Il y avait une bonne alchimie entre les Ouais, deux. j'aimais bien. C'était vraiment cool. Hein. Mais bon, le Loki n'a pas aidé quoi. Bon, on espère que ce premier épisode de Flashback sur la Legacy vous a plu. On reviendra bientôt sur d'autres sujets dont on vous laisse la surprise. Et on vous souhaite à la prochaine. Merci de nous avoir suivis. Thank you very much and have a nice day.